Tellement peu, il me semble que le micro n'est pas utile. Alors, bonjour, bonne fin de journée. On est comme les élèves à la dernière période de la journée. Ce que je vais faire avec vous dans pas plus qu'une heure, parce que tout le monde s'en vient ici à 16 heures, c'est d'essayer de vous résumer. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, donc on va peut-être passer des éléments rapidement. Mais vous voyez la prémisse de la conférence, à savoir changer la culture, jusqu'où il faudra aller pour changer l'école et en faire un modèle comme dont on parle depuis hier. La première chose peut-être que je voudrais dire, et vous allez voir beaucoup d'images là, dans la présentation, c'est que, comme beaucoup d'autres avant moi l'ont dit, moi, je me tiens aussi sur des épaules de géants, là. Alors, c'est vraiment une synthèse. Ce sont des éléments qui arrivent d'un peu partout. Une des tâches que nous avons à faire à la Fédération, c'est de faire une veille stratégique. Donc, on est toujours à l'affût de ce qui se passe un peu partout sur la planète en éducation. Donc, ce que vous allez voir, surtout au début, là, dans le constat, ça vient de cette veille stratégique-là. On est dans un monde où on sait, là, je n'ai pas besoin d'élaborer très, très longtemps, ça va très, très vite. Et la plupart des gens qui sont ici au Réfère pendant 2 jours ont peut-être ce feeling-là, à savoir, ça va vite, mais c'est cool. Puis, hein, on a le vent dans le visage, puis on se sent bien. Mais on a des collègues qui ont plutôt ce feeling-là. Alors, ça, c'est sûr qu'on n'est pas tous dans la même aisance par rapport à la vitesse à laquelle ça change. Et ce qu'on essaye de faire dans nos écoles, c'est que le moins de monde possible se sente comme ça, de toute évidence. Par ailleurs, on est dans un contexte qui change très vite. Si vous lisez des éléments, ne serait-ce que, par exemple, en 2020, qui est quand même pas dans si longtemps que ça, des compagnies comme IBM nous projettent des éléments très différents déjà de la vie qu'on connaît actuellement. Par exemple, une intelligence artificielle qui sera à un niveau tel qu'on ne fera pas la différence, par exemple, au téléphone, si on parle à un humain ou si on parle à une machine. La compagnie Newton, qui fait longtemps qu'ils travaille là-dessus, des éléments d'apprentissage qui font en sorte que pour chaque personne, on individualise la meilleure manière d'apprendre chaque matière ou chaque compétence. Alors, on s'en va vers des choses très, très pointues. Et le monde éducatif aura à faire des ajustements et beaucoup de deuil. Ça, j'en suis pas mal convaincue. Évidemment, bon, les élèves vivent dans un monde très connecté, avec une connectivité qui est fondamentale. C'est un besoin naturel. Nous-mêmes, quand ça ne marche pas, on capote un peu. Oups, pardon. Et le premier élément sur lequel on va s'arrêter un petit instant, c'est l'école actuelle. Alors, si on fait un gros portrait, là, à gros traits de crayon de qu'est-ce qu'a l'air l'école actuelle, ça a l'air à peu près de ceci. Alors, la première chose, puis Ron Canuel le dit ce matin, c'est un modèle qui est vieux. C'est un modèle qui a été basé sur la fin du 19e siècle. C'est un modèle qui était là pour aller chercher des travailleurs en usine, capables de rester assis longtemps, d'écouter les consignes, d'être dociles, de travailler. Bon, on est dans un monde complètement différent parce que le Québec n'est plus dans cette ère-là du tout. Et c'est un modèle, donc, très linéaire, standardisé. Et on n'a pas changé par rapport à ce qui était planifié. Alors, si on regarde le modèle pédagogique de nos écoles, on est encore dans une réflexion très, très individualisée de l'apprentissage et de l'évaluation. Hein? Au lieu de se dire, même nous, comme adultes, on se regroupe. Bien sûr qu'il y a des moments où on apprend de manière individualisée, mais il y a beaucoup de moments où on apprend en groupe. Malgré ça, l'école n'est pas tout à fait sur cette base-là. Hein? On apprend tout seul, on est évalué tout seul. Et quand on arrive dans le monde du travail, c'est un peu différent. Alors, le one size fits all, presque, c'est pas mal. On peut dire que grosso modo, il n'y a pas beaucoup de variantes dans le modèle pédagogique qu'on a. Au niveau du curriculum, non plus. Et puis ça, au Québec, on vit avec le curriculum du MELS. C'est assez standardisé, c'est assez conforme. On ne peut pas prendre de grands écarts par rapport à ce que c'est. On passe tous dans la machine à saucisses. Des fois, on l'appelle comme ça.
Et évidemment, c'est un système encore très, très basé sur des connaissances. Très basé sur des connaissances. L'évaluation, bien, on s'entend à peu près partout. La plupart des études là-dessus vont tous dire que l'évaluation prend trop de place. Même les enseignants sont les premiers à le dire parce que le temps passé, ne serait-ce qu'à la correction, ce temps-là, un temps qu'on cherche désespérément du temps, mais ce temps-là est-il si bien investi que ça? Est-ce que le rapport temps investi à apprentissage des élèves est le meilleur rapport qui soit? Et la plupart des recherches disent non. Vous avez beau prendre beaucoup de temps et donner beaucoup de feedback, ce n'est pas nécessairement ce qui va aider l'élève en relisant sa copie. Et évidemment, on est dans un modèle très répétitif. Il n'y a pas 100 millions de façons de faire de l'évaluation. La plupart du temps, c'est individuel, c'est très peu varié, etc. Et évidemment, un autre élément qui est beaucoup remis en doute, c'est son rôle. Alors, le rôle de l'évaluation, en quelque part, toute sa capacité à essayer de s'améliorer et à l'apprentissage est souvent mis de côté. Alors, ce matin, on l'a vu, le mot « fail » là, dans « First Attempt in Learning ». Alors, l'erreur fait partie de l'apprentissage et c'est une chose auquel on devrait se donner plus de place à l'école. L'autre élément, c'est l'espace. Alors, quand on fasse le tour de plusieurs écoles, de plusieurs classes, on va trouver quand même une relative constante dans ces classes-là. Il y a peu de variantes. Et au niveau du temps, c'est un peu la même chose, qu'on parle d'horaire, de calendrier ou de rythme. Tout ça est assez similaire et puis on est dans des horaires et enfin, on va dire qu'au Québec, tout ça est assez fixe. Au niveau de la techno, et puis là, on arrive à ça, mais vous voyez que ce n'est pas l'élément essentiel. Au niveau de la techno, il y a vraiment deux perspectives. Ce qu'on voit, c'est deux façons de voir les choses, ou bien une ouverture ou bien une fermeture. Bonjour, Patrick. Ça ne me dérange pas. Mon auto? Ben, s'il y a quelqu'un qui veut me ramener à Montréal, ça ne me dérange pas trop. Mais... Alors, on est vraiment comme dans une dichotomie, là, hein? Il y a des endroits qui ferment tout, puis il y a des endroits qui ouvrent tout. Puis entre les deux, il y a de tout. Alors, il y a toute une réflexion à faire là-dessus, sur la formation initiale des maîtres aussi, hein, qu'on travaille beaucoup, nous aussi, avec les universités. Là. Formation initiale, continue, les outils, les infrastructures. Bref, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites par rapport à ça. Donc, ça, c'est l'école qu'on a. Tout le monde la connaît. Les constats par rapport à ça ne sont pas si heureux que ça. Des fois, on a tendance à se dire oui, ça va super bien, mais ça va moyennement bien. Bon, ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Des fois, on dit ben, c'est toute une blague, là. Mais quand on le regarde en lisant entre les lignes, c'est pas si drôle que ça, parce qu'en réalité, c'est ça qu'on offre aussi à nos élèves, là, le 5 heures par jour, assis à écouter, puis à pas trop bouger. Et particulièrement pour les garçons, on s'aperçoit à quel point la chose est pénible. Et ça, ce sont les statistiques qu'on a au Québec. Alors, si ça, ce n'est pas suffisant pour nous mettre en marche, ben je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il sera. C'est des statistiques qu'on ne voit pas tant que ça parce que la plupart du temps, hein, qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qu'on voit dans les journaux, dans les médias, ce sont nos taux de diplomation en 7 ans ou nos taux de diplomation à l'âge de 20 ans. Mais on a rarement le courage de regarder en face le taux de diplomation en 5 ans, soit dans le temps requis au Québec. Et les statistiques sont vraiment un peu... elles sont tristes et elles changent relativement peu. Alors, il n'y a même pas 2 enfants sur 3 au Québec et moins de garçons que ça, là, à peine 1 sur 2, qui arrive à faire son secondaire dans les 5 années prévues. Il me semble là, que c'est déjà un élément là, qui devrait nous mettre en marche. Un autre élément qui nous a fait beaucoup réagir à la Fédération quand on a fait une enquête, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une enquête qu'on a fait en 2001, qu'on a refait en 2010, et il y avait des éléments sur les 230 questions là, de l'enquête, il y avait une section sur l'école.
Et cette section-là sur l'école nous a vraiment donné un choc parce que les écarts entre 2001 et 2010 sur l'ensemble des questions n'étaient pas très grands. Mais quand il s'agissait de l'école, on s'est aperçu qu'on était complètement dans une autre... c'est comme si on était dans un autre monde et les données n'ont plus rien à voir avec celles de 2001. Alors, au niveau de la motivation, et vous pouvez les lire comme moi, là, c'est vraiment une chute dramatique. Et après avoir interrogé les élèves, parce qu'on s'est dit, voyons, ça fait... on va quand même aller leur demander pourquoi ils ont répondu ça, et on a utilisé nos fins de semaine d'élèves méritants, en plus, pour aller chercher leur avis. Et ces élèves nous ont dit, écoutez, nous, ce modèle d'école-là, on est capable de le faire. On veut bien jouer à l'école avec vous, si vous voulez, mais ça ne nous intéresse pas tellement. C'est pas ça qu'on veut de l'école, c'est pas ça qu'on attend. Alors, évidemment que ça nous a beaucoup fait réfléchir, particulièrement que ça venait d'élèves qui étaient performants dans le système qu'on leur offrait. Bon, cette image-là, je la présente toujours parce qu'elle est drôle puis pas drôle, là, mais c'est une étude qui a suivi des élèves sur leur activité cérébrale. Et là, on ne voit pas super bien les couleurs, je trouve, sûrement pas de loin pour vous, ça doit être encore pire, là. Mais si vous analysez bien et si vous êtes capable de lire les petits mots qu'il y a en dessous des signes, là, des mouvements du crayon, bien, vous allez voir que cet élève-là en particulier est plus actif quand il dort que quand il est en classe. Et c'est un peu symptomatique. C'est sûr qu'ils ne sont pas tous comme ça. Mais ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on demande à cet élève-là d'être en réflexion, par exemple, vous voyez études, laboratoire, faire des devoirs, examens, on voit l'activité cérébrale se mettre à travailler très, très rapidement et très intensivement. Et par ailleurs, quand il est en classe, de toute évidence, il semble avoir des cours pas très intéressants là, dans cette semaine-là. Alors, il se débranche. Et c'est ça qu'il faut peut-être travailler, c'est-à-dire mettre les élèves en action. Un autre reproche qui nous est fait par rapport au constat, c'est ça. Souvent, c'est qu'on est dans... et il y a eu beaucoup de livres là-dessus là, qui disent ben l'école, c'est un monde, mais quand les élèves arrivent dans le vrai monde, ils réalisent que c'est beaucoup plus compliqué, puis ils n'ont pas été bien préparés. Et c'est des éléments qui sont beaucoup ramenés aussi par les entreprises. Parce que ça, des études comme ça, il y en a à la tonne dans tous les secteurs d'activité qui vont dire, bien, nous autres, on s'attend à avoir, par exemple, des jeunes excessivement autonomes et on se rend compte que l'école ne forme pas des jeunes très autonomes. Et là, bien, quand on pense à ça, on se dit, ouais, bien, c'est vrai, on leur dit tout quoi faire. Alors, si on leur dit tout quoi faire, comment développer une autonomie dans ce contexte-là? C'est un exemple parmi tant d'autres. Une chose dans laquelle on semble très bon, par ailleurs, c'est de créer des jeunes qui sont capables de répondre à des attentes très spécifiques. Par exemple, on leur donne du contenu, puis on leur demande de nous le redonner une semaine plus tard. Par ailleurs, qu'est-ce qui en reste si on leur redemande 2 semaines après? Bien, ça, c'est des réflexions auxquelles on peut s'attarder. Je vous présente ça parce que ça, c'est une étude vraiment très intensive, très exhaustive, je devrais dire, qui a été faite et où on a interrogé plus de 1500 entreprises dans une soixantaine de pays, dans un peu plus d'une trentaine de secteurs différents. Et c'est une étude de 2010 qui dit, dans le fond, dans sa conclusion, il y a 2 éléments que les gens qui arrivent dans la vraie vie, on va dire, qui finissent leurs études, devraient avoir et auxquels ils devraient s'attendre. La première chose, c'est d'être capable de s'adapter à des changements rapides. Ça, c'est une qualité qu'on recherche et que les jeunes vont avoir besoin. Écoutez, les jeunes qui viennent rentrer en secondaire 1 cette année, là, ça finit pas de travailler avant 2070, ça. Alors, qu'est-ce qui leur pend au bout du nez d'ici 2070? Il n'y a pas personne qui peut le savoir. Alors, l'idée, c'est d'être capable de s'adapter et de développer une culture d'innovation. Alors, ça, c'est le 2e élément important selon cette très grande étude-là.
Dans ce contexte-là, et ce qu'on peut voir, c'est que la technologie est devenue comme une espèce de... Les gens s'accrochent après ça. Nous, en tout cas, on a plusieurs écoles qui se sont lancées dans cette aventure, en se disant, ben c'est vrai, on veut être de notre temps, on veut être du 21e siècle, et les élèves utilisent leurs outils à l'extérieur de la classe, alors on va introduire ça pour être de notre temps. Ce sont des élèves qui... même se plaignent de ce manque de connectivité à l'école parce qu'ils sont habitués de l'avoir. Donc, on va introduire des outils. On voit qu'ils peuvent être multitâches aussi dans cette petite image. Alors là, ça rentre. Alors, iPad, tableau blanc électronique, les ordinateurs primaires, secondaires, on a beaucoup d'écoles qui le font. Et avec, évidemment, ce souci qui est là de travailler avec non seulement ajouter l'ordinateur à quelque chose qui se fait déjà, mais on travaille le modèle sommaire, puis il y a des efforts qui sont faits énormément. Par ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Alors, puis même qu'on est en retard. Alors, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et une étude, en tout cas 2 chercheurs qui l'ont fait depuis longtemps, c'est Soloway et Norris, sur le modèle 1 pour 1, qui était à une conférence l'été dernier à laquelle j'ai assisté. Ces 2 personnes-là travaillent à regarder l'utilisation efficace des technos, les changements pédagogiques et l'impact sur l'apprentissage. Ils le font depuis 14 ans, qu'ils suivent des écoles qui sont en modèle 1 pour 1 ailleurs sur la planète. Et leur résultat à date est moche dans les 3 cas. Il semble y avoir aucun résultat signifiant sur les apprentissages. Il y en a sur la motivation. Ici aussi, on l'a prouvé, les travaux de Thierry Carcenti l'ont prouvé, mais il n'y a pas de bons résultats par rapport à un meilleur apprentissage. Et en quelque part, c'est souvent ce que les gens vont dire, bien, ça va donner quoi de rajouter ça? Est-ce qu'ils vont mieux apprendre le français, les maths, les sciences ou pas? Et une chose que Soloway disait dans la conclusion de sa conférence, c'est la chose suivante. Donner quelque chose à faire aux élèves et non pas se concentrer sur l'appareil, mais sur plutôt les choses à apprendre. Et en quelque part, le reste va suivre. Les appareils, si on a besoin, on va les utiliser, puis l'apprentissage va venir avec la tâche. Alors, comme on est un peu derrière et qu'on peut voir d'autres qui ont travaillé avant, bien, je trouve qu'on devrait profiter des erreurs des autres et non pas les répéter, en quelque part. Et ça, je pense que c'est une image qui illustre bien l'idée. Je peux vous la traduire. Là. Ça dit « Ah, quel beau marqueur! Je vais construire une leçon autour du marqueur et tous les étudiants devraient savoir comment utiliser ce marqueur. » N'a jamais dit un enseignant de sa vie. Alors, pourquoi le faire autour de la tablette, par exemple? Hein, l'obligation de l'utiliser, faire tourner tout un programme autour d'un outil, ce n'est pas la bonne solution. On le voit, on n'arrive pas à des résultats intéressants avec ça. Parce qu'en bout de ligne, une activité plate, ça reste plate, même si on utilise une tablette. Non seulement ça, ça peut même être plus embêtant parce que ça peut être plus compliqué de l'utiliser avec la tablette que d'avoir pris un crayon ou d'autres outils finalement moins compliqués. Et il y a 3 éléments qui sont particulièrement à regarder par rapport à ça. Dans les écoles là, où on voit que ça s'installe, ce sont ces 3 éléments-là. Le premier, c'est le contrôle. La tablette semble pour plusieurs devenir une espèce comme un panier pour mettre des applications et l'application devient comme l'utilisation d'un cahier d'apprentissage. Alors, en quelque part, ce n'est pas un bon calcul. Si ça apporte quelque chose de nouveau, de plus intéressant, de choses qu'on ne pouvait pas faire avec un cahier, soit, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce contrôle d'avoir besoin que tout le monde ait le même outil puis ouvre toute la même application, c'est un peu comme ouvrir votre cahier à la page 32. Alors, il y a cet élément-là là, sur lequel plusieurs sont en train de s'interroger et pourquoi certains s'en vont vers le BYOD, hein, apporter votre propre appareil.
Bon, les applications disciplinaires, je vous en ai parlé un peu, et la techno pour la techno, parce qu'on a investi, parce que les parents l'ont acheté, parce qu'on l'a, il faut... Alors, forcer un enseignant à utiliser un outil dans un contexte où il n'y a pas de plus-value, on perd tous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. En quelque part, il faut vraiment planifier l'utilisation avant. Et Simon Papert, qui est un phare en technopédagogie, l'a bien dit au départ, et ça date de 1990, alors c'est rien de nouveau, là. Et pour vous le traduire rapidement, là, le rôle de l'ordinateur, c'est de donner à l'élève un sens de contrôle, hein, de lui redonner du pouvoir, d'être capable de faire plus qu'il pouvait faire avant. Mais ce qu'on voit trop souvent, c'est de voir l'utilisateur être utilisé pour, encore une fois, prendre l'enfant par la main et l'amener à faire étape par étape, lui faire un chemin à travers pour son apprentissage. Alors, en quelque part, cet outil-là, il peut être utilisé beaucoup plus pour faire de la création et c'est relativement peu fait. L'école du 21e siècle, à quoi on s'attend quand on parle de l'école du 21e siècle tout le temps? Puis je mets 21e siècle entre guillemets parce que, comme disait Jacques à Claire en février, si on ne se dépêche pas, on va se ramasser au 22e, puis l'école n'aura pas changé tellement. Alors, et là, je vais passer très rapidement, là. L'idée, c'est de se dire, la première chose peut-être qui est comme un changement de vision, c'est notre job à l'école, en fait, c'est plus tant enseigner. Parce que si on enseigne, mais il n'y a personne qui apprend, tout le monde perd son temps. Alors, vraiment, le rôle de l'école, c'est faire apprendre, en ce qui a trait aux apprentissages, bien entendu, parce que, bon, il y a plein d'autres choses, mais faire apprendre, c'est déjà une façon de voir les choses différentes. Alors, se centrer plus sur l'élève, sur la collaboration, l'interconnexion, la connectivité, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. L'autre élément au niveau du curriculum, on cherche quelque chose qui est plus souple, plus diversifié, plus centré sur des compétences actuelles, etc. L'évaluation, changer d'idée aussi, c'est-à-dire une évaluation plus pour évoluer, faire la place à l'erreur, revoir le rôle, mesurer vraiment ce qui importe. Ça, là, on est vraiment dans une vision là, d'école idéale. Un espace modulaire, adaptable, souple, où est-ce qu'on peut utiliser la techno, puis que ça marche, dans laquelle aussi on peut faire appel à ce qu'il y a à l'extérieur de l'école. Et au niveau du temps, rêvons quelque chose de plus écarté, plus souple, qu'il n'y a pas un cours, puis un autre cours, puis un autre cours, puis un autre cours, là, quelque chose d'un peu plus personnalisé dans la façon de faire. Et au niveau de la techno, parce que c'est pas l'élément le plus important, mais c'est un élément constitutif de cette école-là, c'est pas très important l'outil qu'on utilise, parce que des fois, on voit des écoles se poser pendant 2 ans la question « qu'est-ce qu'on va acheter ?» C'est pas vraiment sur l'outil qu'on devrait mettre autant d'efforts et de réflexion. L'outil n'est pas important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. L'important, c'est de donner du contrôle à l'élève. L'important, c'est peut-être justement de lui laisser apporter son propre appareil. Et les sous, si on a à en mettre, on est bien mieux de les mettre dans l'infrastructure pour que ça puisse accueillir ces appareils-là. Et sur la formation des enseignants, ça, c'est une évidence. Et là, ça a l'air comme d'une espèce de monde rêvé auquel tous ceux qui font référence à ça, on a l'air des illuminés qui rêvons de quelque chose qui ne peut pas exister. Alors, je vais très rapidement vous montrer des exemples bien concrets d'écoles où il y a ce type d'éléments. Alors, mais là, j'y vais très rapidement parce que le temps file, puis je ne veux pas qu'on s'étire, mais... Carpe diem, puis je ne vous lirai pas tout, là. Une école où l'apprentissage se fait de manière mixte, c'est-à-dire qu'on a des ateliers en labo et puis on a des ateliers en classe. L'image que vous voyez là, c'est des élèves qui sont à leur poste ordinateur. Donc, il y a des savoirs qui se font de manière individualisée, à leur rythme, s'ils ont besoin de répéter 3 fois. Alors, on voit un petit peu l'idée de la classe inversée en arrière de ça. Et les ateliers en classe sont là pour consolider les apprentissages et savoir
qu'est-ce qu'on fait avec ces apprentissages-là. USC Hybrid, vous avez des vidéos là-dessus sur le web si ça vous intéresse. C'est aussi un endroit où l'apprentissage est mixte, où il y a le plus de techno. Et c'est une école assez souple sur l'horaire. Les élèves peuvent pas mal rentrer. Il y a des heures fixes, mais ce n'est pas les mêmes du tout que nous. Et on leur attribue un tuteur à ces élèves-là et ils doivent le garder. Ils l'auront donc pendant 4 ans, ce tuteur, à moins de problématiques, évidemment. Le SA Academy, c'est un endroit où il n'y a pas de livres. On est déjà passé au numérique depuis un bout de temps. On y va avec les tablettes. On est en apprentissage et en curriculum personnalisé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les élèves ne sont pas regroupés par âge dans cette école-là. Ils sont regroupés par habileté. Alors, ils ne perdent pas leur temps dans une classe où ils ont déjà atteint les objectifs. Puis, ils ne poireautent pas non plus dans une classe où est-ce que ça va tellement rapidement qu'ils n'y arrivent pas. Qui n'arrivent pas à suivre. High Tech High, une école centrée sur l'apprentissage par problème, une école où on fonctionne de manière multidisciplinaire. Et c'est une école où on a joint à même l'école une école de formation continue pour les enseignants. Et ce que vous voyez dans le petit nuage, c'était une intervention lors d'une visite de cette école-là où les adultes qui visitaient l'école pour voir comment ça fonctionnait posaient des questions aux enfants et leur demandant « Est-ce que tu as des devoirs ici? » L'élève dit non. Il dit « Bien, qu'est-ce que tu fais le soir chez toi? » Puis il dit « Bien, je finis mes projets. » Alors, voyez-vous comment la notion de devoir et de travaux scolaires était différente dans cette école-là. Lumière Institute au Brésil, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette école-là? Bien, vous voyez, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'examen. Ça marche par projet, puis ça marche par... on est centré sur l'acquisition de compétences. Alors, ce que l'élève doit démontrer, c'est qu'il a atteint ces compétences-là à travers les projets qu'il fait, mais peu importe la manière dont il fait. Ce n'est pas super encadré. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'on a pris le staff d'enseignants et on l'a divisé en 2. Et il y a la moitié des enseignants qui s'occupent de l'élève, de l'individu comme élève, et qui le suit comme un bon parent. Et l'autre moitié des enseignants qui sont là beaucoup plus pour faire la planification didactique des activités d'apprentissage. Alors, c'est vraiment un modèle différent. Big Picture Learning, c'est un endroit où on fait des stages. On va à l'extérieur, on sort de la classe. On a utilisé beaucoup la communauté pour envoyer les enfants faire des stages dans différentes industries ou secteurs d'activité. Et donc, on est vraiment encore dans un développement très individuel d'apprentissage. Les parents s'en mêlent, les enseignants, les mentors, etc. Kunskapsskolan, qui est dans le fond, qui est très gros. Vous voyez, il y a 10 000 élèves qui sont impliqués là-dedans. C'est une école en ligne. C'est une école virtuelle. Mais il y en a un peu partout de ça. Là. Au Québec, ça commence. C'est vraiment très nouveau, mais on a juste à regarder aux États-Unis, il y en a plein. Mais celle-là, c'est un exemple aussi où les élèves apprennent en ligne, ils sont à la maison, ou bien ils peuvent venir parce qu'il y a des espaces quand même où vous voyez que les élèves peuvent s'installer et travailler ensemble. Il y a deux matières qui sont à l'horaire, les maths et les langues, et tout le reste est vu de manière multidisciplinaire. Les Steve Jobs School, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elles ont ouvert, pas cette année, l'année précédente, 11 d'un coup, elles ont ouvert aux Pays-Bas. Et évidemment, c'est un endroit où vous comprenez bien que tout est numérique, il n'y a pas de tableau, d'horaire, etc. Et c'est un endroit où on fonctionne aussi par module. Donc, les élèves, ils vont à leur rythme et 2 éléments, là, arithmétique et lecture et compréhension de texte, ce sont les éléments de base. Mais pour le reste, c'est aux élèves de faire leur horaire avec leurs parents et les gens qui les suivent. Et en fait, là, dans ces écoles-là, les élèves doivent être très autonomes parce qu'on leur vient en aide si ils sont en difficulté. Collegio Cardinal, inquiétez-vous pas, ça achève. Celle-là, je voulais vous en parler parce qu'elle est super intéressante. C'est différent aussi.
cette école-là s'est déclarée comme une république ou un pays, si vous voulez, et a installé à l'intérieur de l'école des ministères. Et les élèves, donc, ont un mot à dire dans cette école-là. Ils se mêlent de tout ce qui se passe. Et ça, c'est un leitmotiv qui commence vraiment là, à prendre à être de plus en plus fort. Plus on rencontre de gens, plus on lit, plus on se déplace, et plus on se rend compte, puis même vous l'avez fait au réfère hier, là, plus ça va, plus les gens demandent la vie des enfants. Et quand on l'a habituellement, on ne se trompe pas trop en mettant ça dans un contexte là, global. Quest to Learn, ça va vous... là, vous allez capoter un peu parce que c'est une école qui fonctionne uniquement par gamification, ludification des jeux. Alors, comment ça marche? Une année, c'est 10 missions à faire et c'est vraiment sur la base de jeux vidéo. Et au bout de l'année, on a une mission finale qui est collaborative et c'est comme ça qu'on passe à travers. Alors, c'est vraiment, là, ça vous voyez, c'est une plus petite école. C'est des essais, mais il y a quand même des enfants qui vont à ces écoles-là. Discovery One laisse encore aussi beaucoup de place à l'élève, le met en charge de son horaire, etc. Et dans ça, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a beaucoup d'implication des parents et de la communauté. Et une petite dernière, School of One, qui est vraiment sharp aussi, parce que c'est un programme de mathématiques et qui génère par algorithme l'expérience d'apprentissage de chaque élève. Alors, ce que ça dit, c'est tel élève devrait passer par telle voie et tel autre élève devrait passer par telle autre voie. Et une fois que cet algorithme-là est sorti, l'élève suit son programme en fonction de son rythme. Alors, tout ça, ça existe. Tout ça, c'est présent. Savez-vous qu'est-ce que ces écoles-là ont en commun, à part d'être vraiment très différentes? Ce qu'elles ont en commun, là, c'est ces trois choses-là. D'abord, c'était des écoles qui étaient presque toutes sur le point de fermer, à part qu'il y en a qui ont ouvert. Là. Il y a les Steve Jobs Schools, c'est nouveau. Mais pour le reste, c'était des écoles qui étaient en grande difficulté. Ils ont une clientèle très difficile, souvent dans des quartiers très défavorisés. Et elles sont allées chercher une indépendance, cette école-là, pour pouvoir faire ce qu'elles avaient à faire. Et ce qu'on se rend compte quand on regarde les innovations au niveau scolaire, c'est la chose suivante. Malheureusement, les innovations radicales, hein, parce que ce qu'on a vu, c'est en rupture complète avec ce qu'on connaît, ces choses-là arrivent dans les moments où, justement, l'école est en grand danger. Et quand une école va relativement bien, si notre 60 et quelques % d'élèves qui réussissent à faire leur secondaire en 5 ans, on trouve encore que ça va relativement bien, bien on ne change pas suffisamment et on y va de petites modifications qui ne sont pas suffisantes. Très rapidement, et là, je vais jeter un coup d'œil. Bon, bien, ça va, on n'aura pas de problème. Les obstacles. Ron, ce matin, en a parlé un peu. Nous étions 300 cet automne à regarder quels sont les obstacles. On voit où on est, on voit ce que d'autres font, puis on se dit comment est-ce qu'on pourrait arriver là? Pas pour tout le monde. Ça, il faut que ce soit bien, bien clair. Ce qui semble être maintenant compris un peu partout sur la planète, c'est que le one size fits all ne répond pas aux besoins de tous, ça va de soi. Alors, l'idée, c'est simplement d'avoir des modèles différents pour que tout le monde, dont le 40 % d'élèves qui n'arrivent pas à faire ça en 5 ans, que tout le monde trouve sa place. L'élève qui a du succès dans l'école dans laquelle il est, bien, c'est correct. Mais celui qui n'en a pas ou celui qui en aurait plus dans une autre, bref, d'avoir une panoplie d'options. Et donc, c'est ce qu'on a regardé. Qu'est-ce qui manque pour avoir ces options-là dans nos systèmes? Vous vous douterez bien, et là, vous les trouverez peut-être pas toutes gentilles, les images, mais on s'est beaucoup défoulé, mais on a rassemblé les éléments. Alors, une des premières causes qui semble être un obstacle, c'est le développement professionnel.
Ce développement professionnel qui est pas continu, disons-le comme ça. Là. Il est initialement, au bout de 4 ans d'université, ça fait déjà pas mal. Mais déjà, quand on sort, et on le dit souvent aux universités, les enseignants sont déjà dépassés par rapport à ce qui se passe. La formation continue, donc, manque un peu. Il y a peu de supervision, on manque de temps, on manque d'argent, bon, etc., etc. Et tout ça se rassemble sur ce volet-là de développement professionnel. Le second, et l'image vous le démontrera peut-être, hein, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide, où est-ce qu'on s'en va, c'est du leadership pédagogique. Ça, c'est une autre chose dont on a besoin. De la vision, du leadership, mais éventuellement aussi du courage, mais ces éléments-là, ils sont importants. Et quand on manque de constance, la semaine passée, quand on a su que Mme Malavoie, par exemple, quittait le ministère de l'Éducation, j'ai tweeté rapidement, bon, ça en fait un autre. Et si vous remontez depuis 1967, la moyenne d'un ministre de l'Éducation, c'est 22 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire en 22 mois? Alors, en quelque part, c'est difficile dans ce contexte-là d'avoir un leadership, je dirais, au-dessus de nos têtes très fort. Alors, ce leadership-là, il faut le prendre au niveau de la classe et se dire, en quelque part, dans nos écoles, dans nos institutions, dans nos organismes, ce leadership-là, on peut le prendre. Mais tous ces éléments-là, manque de synergie, le milieu universitaire qui est lent et parfois la coordination ne se fait pas très bien, c'est un autre élément qui nous empêche d'avancer. Cette troisième image, et c'est drôle parce qu'on en a parlé un petit peu ce matin, là, reflète bien la troisième grande catégorie de problématiques quand on arrive avec des bonnes idées puis des choses innovatrices, c'est la structure. Puis ça, on revient souvent, puis ça fait du bien de se défouler parce qu'on sent que ce n'est pas nous autres, mais en tout cas, les lois, les règlements, sous-financement, vous voyez, là, tout ce qui est très rigide. On a l'impression, dans le fond, que l'école secondaire, c'est une organisation, là, puis que tout le monde doit s'y soumettre et s'y subordonner. Les adultes, puis les enfants. L'école est là, ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, il y a des breaks ici et là, il y a des cours là, il y a des locaux, et toute cette organisation-là est tellement rigide et tellement fixe qu'on a bien de la misère à s'en sortir. Et vous voyez que les changements qu'on a vus tout à l'heure dans les exemples d'école, c'est là où est-ce qu'on a décidé d'éclater le moule. Et là, vraiment, une fois qu'on est libéré de ça, là, on peut penser autrement. La quatrième grande catégorie d'obstacles ou de problématiques, l'image le représente ici, c'est la société. Parce que, bon, on est au Québec, il faut le réaliser. Et l'école, c'est une chose importante dans la vie de tout le monde. Ça fait partie des us et coutumes. Si on décidait de changer les calendriers scolaires demain matin, on aurait certainement toutes sortes de hauts cris parce qu'on est habitué à avoir un calendrier scolaire avec des longues vacances d'été, même si pédagogiquement parlant, c'est nul. Et ce qui est sur une base d'une époque où les élèves faisaient les foins, ce qui n'est plus le cas du tout actuellement. Mais on a gardé ces calendriers-là et on a une espèce d'entente tacite sur cette société-là. Et la résistance des parents aussi. On sent que les parents, ce qu'ils veulent, c'est une école qui ressemble à celle où ils sont allés et qui ont aussi de la difficulté à pouvoir l'observer différemment. Et il y a l'inverse aussi. Il y a le type de parents qui veulent des écoles alternatives et des écoles très différentes, mais de manière générale, il y en a plus qui sont résistants. Alors, cette difficulté de voir les choses différemment, c'est pas évident. Puis l'autre problématique, c'est le fait que tout le monde en éducation, tout le monde est allé quand il était petit, alors tout le monde s'en croit expert de l'éducation. Alors, ça ne gêne pas dans les journaux, les médias. Il y a toujours des gens pour jaser de l'éducation parce qu'ils sont allés, parce qu'ils sont passés au travers, parce qu'ils sont parents. Et on laisse peut-être pas suffisamment de place et de crédibilité, je dirais, aux véritables experts en éducation.
Et j'ai marqué aussi pas grand intérêt, ici, je vais y revenir, pas grand intérêt politique. On est en pleine campagne électorale. Il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps là, dans un journal à savoir quels sont les sujets que vous placez en ordre. Et l'éducation, il y a 5 des gens qui disaient que c'était une préoccupation importante. C'est assez triste, en fait, parce que si on avait 95 des gens, ou on va dire 90, ce qui est peut-être plus réaliste, des jeunes qui terminent leur secondaire dans les temps prévus en étant accompagnés, on pourrait le croire, mais avec si peu et 5 il n'y a pas beaucoup d'intérêt. C'est un peu triste. Après s'être beaucoup défoulé pendant une journée, en fait, là, que je reviens au colloque de l'Association canadienne en éducation, après s'être beaucoup défoulé sur les obstacles, bien là, on s'est mis en position résolution de problèmes. Puis on s'est dit, bien, quels sont nos leviers? On les voit, les problématiques, là? Où est-ce qu'on peut appuyer? Et là, vraiment, on a ramassé beaucoup d'éléments de recherche. Écoutez, c'est des endroits où il y a des experts de tous les niveaux. Et vous n'allez peut-être pas être surpris de voir que le premier levier, c'est le suivant. Le premier levier, c'est le développement professionnel des enseignants. L'OCDE le dit, la qualité de l'enseignement, c'est le facteur le premier pour améliorer l'apprentissage des élèves, c'est vraiment l'élément le plus important. Alors, si c'est si important, bien, il faut y mettre de l'énergie. Il faut y mettre de l'énergie de manière personnelle, c'est-à-dire qu'il y a une prise en charge qui doit être faite par les individus qu'on qualifie de professionnels. Et cette prise en charge de développement-là, elle doit se faire de manière continue. Alors, quand vous êtes ici, c'est chouette. Si vous êtes sur Twitter, c'est encore mieux parce qu'en 2014, à l'heure qu'on est, c'est encore le meilleur moyen de se développer de manière continue. Alors ça, on s'est imaginé un peu de quoi aurait l'air le super prof et on est allé ajouter des éléments qui identifiaient cet enseignant-là et bon, vous pourrez le revoir, j'imagine, parce que tout ça est disponible de toute façon, ces éléments-là. Le deuxième levier, on en avait parlé tout à l'heure, c'est le leadership pédagogique, transformatif et éclairé. C'est deux qualificatifs là, qui lui sont donnés parce qu'on se dit, ça prend des gens qui sont éclairés, mais qui vont faire en sorte que les choses changent. Ils ne vont pas faire en sorte que les choses demeurent pareilles. Et cet élément-là est un élément hyper important aussi. Alors, vous voyez qu'on est quand même au niveau là, de la classe, au niveau de l'école. On n'a pas besoin d'attendre après une instance au-dessus de nous. D'ailleurs, on s'est bien aperçu qu'il y a 15 ans, bon, quand le renouveau est arrivé, je veux dire, ça a été un peu difficile. Puis le constat qui est fait, là, 15 ans après, par le Conseil supérieur de l'éducation, ben, c'est que ça a été, disons, à géométrie variable. Puis ça, c'est pour être le plus positif qu'on peut être. Là. Alors, en quelque part, cette modification-là vient beaucoup plus de la base que du haut. Et d'autres leviers ont été nommés aussi. J'y vais un peu en vrac parce que ces deux-là étaient vraiment les plus importants. Une prise de conscience. Des fois, tout à l'heure, on était dans un atelier, puis il y a quelqu'un qui a dit, bien, tant qu'on ne le sait pas, on ne le sait pas. Ce qu'on ne sait pas, on ne le sait pas. Je dis, oui, ça a vraiment du bon sens. Puis c'est un peu ce que ça dit ici, c'est-à-dire cette prise de conscience par tous les acteurs du milieu de l'éducation de tous ces enjeux-là, des enjeux internationaux. Là, quand on dit qu'il faut compétitionner avec la planète, puis qu'il faut être créatif, puis qu'il faut être innovateur, bien, si on a une école qui est basée sur un système industriel pour faire des gens tranquilles, qui restent assis puis qui peuvent travailler longtemps en pas bouger, c'est pas du tout la même chose que si on décide de créer des innovateurs, de produire et de développer des innovateurs. On est complètement à deux opposés. Briser l'isolement. Ça, c'est super important. Puis vous le faites là, en venant au réfère, se réseauter, partager. Puis ça, c'est pas 3 jours par année. Là. C'est de manière constante. Et ça, c'est vraiment de manière individuelle et ça finit par être collectif, mais là, un super bon moyen comme levier à changer le système. Diminuer la standardisation,
C'est un discours qui est difficile, comme Ron l'a dit aussi ce matin, là, on voit des pays s'en aller complètement dans la direction inverse, UK, États-Unis, Australie. Puis par ailleurs, il y en a d'autres qui s'en vont dans la bonne direction. Je vous donne un exemple de rupture. L'Alberta, en 2017, va modifier ses examens de fin de parcours en 6e année et en 9e année, si ma mémoire est bonne. Ils vont, au lieu de faire des examens de fin d'année sommatifs, ces examens-là vont devenir des examens de début d'année et des examens diagnostiques. Ça c'est une rupture. Là, on a une province qui vient de changer de cap et changer sa vision des choses. Alors, c'est intéressant, puis on verra où ils s'en vont avec ça. L'autonomie et l'imputabilité à chaque palier. Super important que tout le monde soit imputable et que tout le monde soit autonome aussi. Et nous, on est les plus grands défenseurs de l'autonomie des écoles. Là. Et en quelque part, on pense que plus les décisions se prennent près de l'élève, mieux ça va. Et impliquer les familles et les communautés. Ça commence vraiment à être quelque chose de très, très constant aussi qu'on voit un peu partout. Et impliquer les élèves, on l'a dit tout à l'heure. Une similitude ou des similitudes chez les écoles innovantes. Quand on les observe, quand on les étudie, qu'est-ce qu'elles ont de commun, ces écoles innovantes-là? Alors, on se dit, bien, si on sait qu'est-ce qui mène à ça, on pourrait peut-être identifier ces éléments-là et les reproduire. Alors, on vient d'en parler, l'autonomie, des ressources suffisantes et stables, donc année après année. Si on change de staff à chaque année, c'est l'enfer. C'est bien difficile de recommencer à chaque fois avec des nouveaux collègues et une nouvelle direction, etc. Développer les professionnels, évidemment, avoir du temps pour le faire. Support et encouragement à la prise de risque, parce que si on a toujours peur nous-mêmes de se tromper, bien, on ne prendra jamais de risque. Et on est en train de reproduire ce que l'élève fait là, dans son apprentissage. Alors, il faut reconnaître cette prise de risque-là. Il faut reconnaître que des erreurs peuvent être faites et que ce n'est pas la fin du monde. On n'est pas en train de tuer personne. Là. On s'essaye à faire des activités, puis le pire que ça va, c'est qu'on va le reprendre à la période suivante. Ce sont des communautés d'apprentissage ouvertes sur le monde. Ça veut dire que ce sont des écoles qui ne sont pas repliées sur elles-mêmes, mais qui s'ouvrent à l'ensemble et qui vont voir ce qui se passe ailleurs. Des écoles qui ont une culture d'innovation. Et pas, c'est quoi la différence entre c'est pas un pop-up d'expérience, c'est vraiment culturel dans l'école de faire des essais, d'essayer des choses, d'encourager les gens à le faire. Et en fin de compte, c'est des écoles qui ont des objectifs locaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des écoles qui ne vont pas virer fou si, par exemple, les résultats, une année, à des tests standardisés, ne sont pas extraordinaires, qui va continuer, qui va persévérer en se disant, bien, c'est pas plus grave que ça, on va y arriver, et notre objectif à nous, c'est celui-là, et on poursuit. Et ça, c'est important d'avoir ces objectifs et pas ceux des autres. Une fois tout ça dit, il y a ce proverbe-là qui dit « Quand on veut faire quelque chose, on peut le faire, sinon on se trouve des excuses ». Au Québec, on a tendance beaucoup, en tout cas nous, on travaille beaucoup avec les gens, les écoles, et il faut faire attention à dire « Oui, mais on ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire. L'encadrement légal est tellement fort. » Mais il y a des éléments qu'on peut faire et qu'on n'utilise pas. Puis je donne souvent cet exemple-là, qui est l'article 28 du régime pédagogique, qui dit la chose suivante. Un élève qui vous démontre qu'il atteint tout ce dont on s'attend d'un élève dans ce cours-là, il n'est pas obligé de le suivre. Il va faire autre chose. Il faut qu'il fasse son 25 heures, mais il peut faire autre chose. Alors déjà, c'est des éléments, des fois, qu'on sait qu'ils existent ou qu'on ne sait pas, mais qu'on peut apprendre, mais qu'on n'utilise pas. Et il y a des élèves qui perdent beaucoup de temps, en quelque part, en classe, à attendre leurs camarades ou bien à regarder les murs parce qu'eux, ça fait longtemps que le cours les a dépassés. Conclusion, très, très rapidement.
avant que toute la cohorte arrive. Il y a une chose qui est sûre, là, parce que je ne veux pas avoir l'air non plus de parler contre les appareils. Là. J'en ai glissé un mot tout à l'heure, puis je suis tout à fait pour la techno. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que cette technologie-là, elle ne partira pas. Okay? Alors, ça ne sert à rien de faire semblant, puis de se dire que j'entendais quelqu'un l'autre fois qui disait ben nous, on attend que la mode passe. Mais c'est vraiment des vœux dans l'univers. Ça a comme pas de bon sens. Là. La mode ne passera pas, elle est là, elle va rester. Puis, bon, l'ère numérique est là. Une fois ça dit, ces appareils-là peuvent servir à tout ça. Moderniser les pratiques, dynamiser l'empowerment de l'élève, la motivation, tout ça, ça permet ça. Par ailleurs, il y a un chemin qui n'est pas toujours facile à prendre. Et c'est ça qu'il faut faire attention, puis il faut persévérer. Alors, c'est pas toujours c'est pas d'introduire ça qui va donner une recette gagnante, puis il y aura plusieurs étapes à faire et peut-être plusieurs échecs en cours de route, mais il ne faut pas lâcher. N'oubliez pas, fail, first attempt in learning, le premier essai à l'apprentissage. Et je laisse un peu, j'ai fait un copier-coller de François Muller parce qu'en quelque part, il dit exactement ce que je veux dire. Dans cette évolution de l'école-là, tout va être touché. Les appareils, c'est super bien, puis ça va de soi, mais en quelque part, si on se limite à ça, si on ne prend pas compte toutes les autres variables dont on a parlé tout à l'heure, le modèle, l'organisation de la classe, du temps, le curriculum, on va faire fausse route et on n'arrivera pas à des résultats auxquels on s'attend, comme d'ailleurs Soloway le dit dans ses propres études. La conclusion finale, je la laisse à Ken Robinson, que vous connaissez sûrement, qui dit qu'il y a 3 éléments qui sont communs à tous les grands systèmes et meilleurs systèmes d'éducation. Et il le dit en parcourant la planète, cet expert-là. C'est 3 choses. Personnalisation de l'apprentissage. On l'a vu dans les écoles, c'est une chose possible. Professionnalisation des enseignants. C'est une chose d'autant plus possible à l'ère numérique parce qu'on a tous maintenant le savoir à notre portée, nous aussi, et la responsabilité, l'autonomie des écoles. Alors, ces 3 éléments-là sont super importants. Et il y a une chose qui est pour moi fondamentale aussi. Il n'y a pas une école qui est meilleure que ses profs. C'est vraiment là que ça se joue. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'énergie à cet endroit-là. Et la relation que l'enseignant établit avec l'élève va toujours rester hyper fondamentale. Alors, si on revient à la question rupture ou continuité, dynamiser ou dynamiter, si vous attendiez des réponses, bien, il n'y a pas de réponse claire parce que chaque milieu, il trouvera la sienne, mais disons que des choses qui sont claires sont les suivantes. Alors, de la vision du leadership, du courage, ça va en prendre beaucoup pour les années qui s'en viennent. Ça va venir de la base, ça c'est sûr. Moi, j'attends pas après quelque chose qui va arriver d'en haut. Ça se passe dans chaque classe, ça se passe dans chaque école. C'est la fin du modèle unique. Ça, je peux vous le garantir. On vient déjà de recevoir une demande là, de membership d'une école entièrement virtuelle au Québec. Alors, ça fait longtemps que c'est fait chez les voisins. Bien là, ça arrive chez nous et ça va faire des petits. Ça, c'est évident. L'éducation sera de plus en plus personnalisée avec les années qui s'en viennent. Au cœur va quand même rester la relation entre l'enseignant et l'élève. Ça, pour moi, c'est relativement clair. On a vu des affaires très différentes de nous, mais souvent, quand on sort de notre zone de confort, c'est là que les choses, le fun arrive, c'est là que les choses différentes arrivent. Cela dit, ce que moi je vous dis, puis ce que vous entendez ailleurs, puis ce que vous avez entendu depuis 2 jours, c'est à vous de le mâcher, de l'interpréter. On entend beaucoup d'affaires, mais faites-vous votre tête. Moi, je dis toujours, on invite les gens à l'interprétation, ramassez ça, puis faites votre propre construction de ces choses-là. Avec vos collègues, c'est encore mieux. Peu importe ce que vous faites, faites-le bien, donnez votre 100%. Et peut-être un mot de la fin.
Et ça, vraiment, c'est un cri du cœur. Mais probablement qu'ici, tout le monde l'est déjà. Mais si vous l'êtes déjà sur Twitter, amenez-en d'autres. Parce que je me dis toujours que la journée où tous les enseignants du Québec seront sur Twitter, wow, ça va être quelque chose. Parce que le développement se fait là à une vitesse multipliée, pour paraphraser un collègue, je vais dire multiplié par 15, parce que cette personne-là me disait, ça fait 15 ans que j'enseigne, en un an sur Twitter, j'en ai appris plus que dans les 14 ans qui précédaient. Et je suis assez convaincue de la même chose. Alors, si vous l'êtes déjà, introduisez les gens à ce merveilleux monde très simple de développement professionnel qu'est Twitter. Et moi, j'y suis aussi. Alors, je vous invite à joindre la conversation. Et cette conférence-là et d'autres aussi sont sur le site. Alors, tout ça est à votre disposition. Il vous reste juste à aller réfléchir de votre côté. Bien, merci. On est arrivé dans le temps avant que nos collègues arrivent. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Là. Je pense que tout le monde va arriver dans 1 minute ou 2. Là, mais... Oui, allez-y. Oui, j'en ai. Puis j'en ai des bonnes, en fait. Parce que je dis, est-ce qu'on est encore filmé, là? Est-ce qu'on est encore Ah oui? Ah bon. Non. Ben, je vais vous dire ce que je sais. C'est-à-dire que la Fédération est dans cette mouvance-là depuis une bonne année et demie. Et là, on a été invité de manière successive à 2 événements de réflexion. Un par le Conseil supérieur de l'éducation, un par le ministère lui-même, sur ce sera quoi l'école dans 10 ans. Alors déjà, il y a une amorce de réflexion qui se fait au niveau ministériel. On était super contents de voir ça parce que nous, on avait parlé de nos travaux il y a quelque temps, puis bien entendu, les choses étant ce qu'elles sont, ils nous ont laissé faire. Là. C'est pas devenu un travail collaboratif parce qu'il n'y avait pas les ressources pour le faire, mais là, on est vraiment content de pouvoir collaborer avec eux. Puis on verra ce que ça donne. Je ne sais pas vraiment. Dans les questionnements, il y avait, comment on voit les changements de programme, les changements de curriculum, les changements organisationnels. Qu'est-ce que ça prend pour un élève? C'était un peu dans cette mouvance-là, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'information? Ça, j'en ai pas d'idée. Mais c'était déjà très encourageant de voir qu'il y a cette interrogation-là. Et le Conseil supérieur de l'éducation, qui, au Québec, dans le fond, est notre instance, on va dire, réflexive, va aussi se pencher là-dessus et j'espère éventuellement sortir de la documentation là-dessus. Oui, il y a un petit encouragement. Il faudrait que les universités entrent dans cette danse-là parce qu'en quelque part, c'est aussi eux qui contribuent aux nouveaux enseignants. Et, si on répète, si on reproduit un modèle pour les nouveaux enseignants, en quelque part, on ne sera pas plus avancé. Donc, il faudra une collaboration du milieu universitaire aussi. Tout à fait. Oui, je ne sais pas si tout le monde a compris, là, mais on parlait de... Les programmes universitaires sont validés par le MELS, en quelque part, donc il faut que tout le monde parle le même langage. Parce que ça, c'est une chose que certaines directions d'école vont reprocher au milieu universitaire, c'est-à-dire ils vont dire, c'est bien décevant, on reçoit des nouveaux enseignants, puis on les trouve
sais, on ne les trouve pas innovateurs. Ils ne nous apportent pas un élément, tu sais, un oomph, là, puis une nouveauté, puis ils ne nous brassent pas la cage. Ils arrivent, ils s'installent, puis ils reproduisent le modèle en quelque part, moi, je leur dis, bien, vous avez aussi un rôle à jouer. C'est-à-dire que si vous prenez le nouvel enseignant puis vous l'installez dans une classe qui est sur le même modèle qu'il y a 100 ans, bien, c'est sûr qu'il va reproduire. Là, il faut aussi changer. C'est pour ça que je dis que changer un élément à la fois, comme par exemple, ces temps-ci, là, vraiment, je dis une vague, mais c'est quasiment un tsunami dans notre cas, là, un tsunami d'appareils numériques qui arrivent dans les écoles. Parce qu'on fait juste ça, là. C'est peut-être un pas, là, mais ça ne sera pas suffisant. C'est très... c'est comme Johan avec ses hexagones. c'est très imbriqué. Est-ce que vous, à l'université, vous réfléchissez à des choses comme ça, des fois? Oui. Oui. Mais ça, c'est très spécifique. T'sais, il pourrait y avoir des réflexions sur les fondements de l'éducation, par exemple. Ouais. Oui. Yes. Tout à fait. Non, c'est fondamental, là. Euh, euh, tout ce qu'il y a en, disons, je vais appeler ça du neuroapprentissage ou tout ce qui est plus nouveau, la neurocognition, tout ça, je veux dire, ce qu'on sait date de très peu d'années. Alors, Steve Masson, que vous connaissez, se promène avec, en parlant de neuromythes qui perdurent dans le système éducatif et de gens qui croient dur comme fer que ce qu'ils font est efficace alors que la recherche démontre tout autre chose ou ne démontre pas du tout l'efficacité de telle façon ou telle façon de faire. Et malgré tout, c'est des mythes qui perdurent dans nos écoles. Et ça, ce n'est pas des Moses de farce, là, dans le sens que ça serait dans n'importe quel autre secteur d'activité. Imaginons un dentiste qui pense que sa méthode, c'est la bonne, puis parce que lui, il l'a fait depuis 40 ans, mais ça fait 40 ans qu'il donne mal aux dents. T'sais, en quelque part, c'est un parallèle un peu boiteux, mais en quelque part, que la recherche descende dans le milieu, c'est super important. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que sinon, je vais m'enlever du spot. Ça va? Alors, on va attendre nos camarades.